Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Pierre Jovanović. Perfectionniste, insatiable, intranquille, inarrêtable, Pierre Jovanović est un grand nom de l'architecture d'intérieur. Il pense l'espace intime, avec une culture et un goût français qu'il nourrit et développe constamment, passionnément. Pierre Jovanović est un artiste et un patron qui s'est construit une famille de collaborateurs et d'artisans fidèles avec lesquels il noue des relations d'amour et de confiance au service de la beauté. Bonjour Pierre Jovanović. Bonjour. Elle a commencé comment, votre vie créative ? À quel moment la créativité est entrée dans votre vie ? Alors je suis né à Nice, j'ai vécu à Nice jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, j'ai eu mon bac. Et je pense que la lumière de Nice m'a vraiment inspiré, ce vent, cette lumière. Aussi la frontière avec l'Italie qui est un mélange de culture, l'architecture, les jardins, la mer, la montagne. En fait, il y avait tout ça autour de moi. Il y avait... Quand j'étais petit, j'allais à la plage, à la montagne. Ça me permettait d'avoir en fait un esprit assez ouvert, aussi bien en termes d'architecture, voir des maisons au bord de la mer, ou voir des maisons plus rurales dans l'arrière-pays, et que aussi les paysages, parce que je suis très très inspiré par les paysages. Voilà, enfin c'est cette espèce de mélange culturel entre la France et l'Italie qui ont, je crois, développé un peu ma sensibilité. Est-ce qu'autour de vous, dans votre famille, il y avait des profils créatifs qui ont pu vous inspirer, petits ? Non, je crois pas. Justement, j'ai essayé de prendre le contre-pied de ce que mes parents n'étaient pas. Et mes parents, en fait, je pense pas qu'ils s'intéressaient ni à l'architecture, ni à la décoration, en fait. Je sais pas, j'ai développé intuitivement ma sensibilité tout seul. Et à quel moment vous avez compris que vous en feriez un métier, une vie, en fait ? Tout petit. Ah oui ? Tout petit. En fait, j'étais un garçon très timide, je suis toujours d'ailleurs. Donc je m'isolais beaucoup et je me retrouvais à être devant des planches de papier, dessiner beaucoup. Et j'inventais en fait des univers, des vies quand j'allais à la montagne, parce qu'en fait mes parents avaient un petit truc dans l'arrière-pays où on allait skier le week-end. Donc je m'inventais des villages, je dessinais des petites maisons, et puis quand je me retrouvais à la mer, je dessinais des plages, d'autres choses. Donc j'avais vraiment envie d'isolement, et cet isolement, je crois, a nourri aussi une espèce d'intuition très forte que j'avais envie, de faire ce métier. Un monde intérieur. Un monde intérieur, ouais. Et quand vous avez décidé d'aller vers cette voie-là, vos parents vous ont encouragé ou ça les inquiétait un petit peu ? Ils m'ont ni encouragé, ni ils ont respecté mon choix, en fait. Ma mère et mon père voulaient que je sois content, heureux, et oui, ça s'est bien passé avec eux, mais je crois que j'étais foncièrement libre, en fait, de ce que j'aime aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des études de commerce quand je suis parti de Nice à Paris. Ah oui, donc vous n'avez pas choisi ça comme étude ? Non, en fait, j'étais encore indécis, parce que je me disais peut-être que finalement, avoir une éducation plus large me rendrait un esprit plus ouvert aussi, et puis j'avais pas confiance en moi, en fait. Donc j'ai fait des études dans une école de commerce à Paris, qui, je pense, m'a aussi appris le business, en fait, parce qu'aujourd'hui, je gère une boîte où il y a 45 personnes, et puis j'ai une boîte à New York. Donc tout ça, ça m'a aussi servi pour finalement développer mon business. Vous êtes un chef d'entreprise, c'est ça un peu ? Oui, je suis un chef d'entreprise, mais à la fois, je me sens plus artiste qu'un chef d'entreprise. Mais je crois que j'arrive bien à gérer, en tout cas, mes équipes. Parce que mes équipes, c'est très important. Il y a un côté humain qui est fondamental pour moi. Et c'est comme ça que ça marche, puisque c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui avec les artisans. C'est cette espèce de rencontre et de confiance et de mutuelle. C'est ce que j'aime, en fait. C'est vraiment ce côté famille que j'ai réussi à développer à la fois avec mes équipes, c'est-à-dire en interne à l'agence, et avec les artisans.
Votre métier d'artiste, est-ce que vous l'avez appris ou est-ce que Non, vous êtes complètement pas. autodidacte? Ça s'apprend pas? Je crois pas. Enfin si, ça s'apprend évidemment, ça s'apprend par la culture, par développer soi-même quelque chose qu'on n'a pas appris justement à l'école ou à l'université. J'ai surdéveloppé justement ce manque en lisant énormément, en voyageant, en allant voir des musées. J'ai une espèce de curiosité d'ailleurs maladive qui me rend d'ailleurs aussi intranquille. C'est pour ça que j'essaie d'aller toujours plus loin, parce que je suis jamais content, je me dis j'ai pas assez de connaissances sur telle ou telle chose. Vous documentez beaucoup, vous faites beaucoup de vous voyez, recherches. dans ce bureau, il y a des bibliothèques partout. J'ai des bibliothèques partout chez moi, à Paris, en Provence, j'ai une maison où j'ai une pièce entière où il y a des livres. C'est vrai que j'aime découvrir en fait énormément de choses par le biais de livres, comme je disais, et aussi par sortir, vivre, voyager. Je crois que c'est très très important, me nourrir, parce que en fait, si je veux aller vers la beauté, c'est aussi en me nourrissant, en comprenant ce qu'elle est en fait. Et la beauté, on peut la visualiser si on a une culture, et en fait, cette beauté-là, j'essaie de l'atteindre par mon métier, avec les artisans, parce que eux, cette espèce d'échange, en fait, ils peuvent comprendre là où j'ai envie d'aller. Parce que c'est une quête qui pourrait avoir l'air abstraite de chercher la beauté. Et en tant qu'artiste, mais vous prenez un biais très concret par le biais du mobilier, par le biais des intérieurs. Vous avez en fait un angle d'approche assez concret de la beauté. J'ai besoin de réalité, en fait. Ce qui est génial dans notre métier d'architecte d'intérieur, on dessine quelque chose, et finalement, à la fin, ça devient réalité, parce que ce qu'on a dessiné sur un papier, 1 an, 2 ans, ou voire plus, si le projet est très ambitieux ou long, il est conforme à ce qu'on avait imaginé. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est satisfaisant. C'est fantastique de dire, finalement, d'un coup de crayon, on arrive à rendre quelque chose qui est concret. Ils sont comment vos coups de crayon? Vous travaillez avec quoi? Avec un crayon. Je dessine en fait assez mal. Ouais. J'ai pas un coup de crayon fantastique, mais j'arrive évidemment à exprimer tout à fait les formes ou mes idées. Dans votre tête, c'est très clair? Dans ma tête, c'est clair. C'est clair, et c'est même clair quand j'arrive dans un lieu. Par exemple, quand un client ou un prospect m'approche et me dit « Voilà, j'aimerais vous montrer un lieu et tout », j'arrive dans le lieu et j'arrive assez vite à voir comment j'ai envie que le volume devienne, ou soit, ou par rapport d'ailleurs à... Parce qu'en fait, nos métiers, c'est que des rencontres. En fait, c'est la rencontre avec le client, c'est la rencontre avec le lieu dans lequel on va travailler, qui est très important. Parce que pour être cohérent et juste, il faut comprendre ces deux, d'ailleurs le client et le lieu, pour que ça marche. Finalement, on travaille au service de personnes, de clients qui ont envie qu'on exprime ce que eux ne pourraient pas exprimer par manque de temps ou par manque de talent ou d'envie. En fait, donc on travaille pour ces gens-là, on essaie de leur créer leur lieu, En fait, c'est le réceptacle de leur tranquillité. Il faut que ce lieu leur ressemble. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, pour être juste, il faut comprendre ça, en fait, les lieux dans lesquels on travaille et les personnalités qui nous contactent, les clients. Est-ce qu'il y a eu des maîtres sur votre route, des guides, des gens qui vous ont un petit peu montré la voie dans ce métier-là? Alors, c'est des gens que je n'ai pas connus la plupart du temps. C'est encore une fois... dans les livres, dans la documentation. Alors, pour citer quelque chose d'assez bateau, mais quand même qui est fondamental dans mon travail, Jean-Michel Franck, qui est quand même un architecte d'intérieur qui était extrêmement radical dans son temps et à la fois classique. Il avait une épure qui, je trouve, était fantastique parce qu'il savait rendre un endroit, un lieu minimal, mais à la fois chaleureux, c'était jamais froid. Même au contraire, c'était sophistiqué. Et ça, je trouve que c'est un immense talent. Après, il y a des architectes comme Josef Plečnik, c'est un architecte slovène. J'y suis allé d'ailleurs en décembre récemment parce que j'avais l'impression même d'être un enfant. Je découvrais cette ville et je me suis aperçu que Josef Plečnik, cet architecte, a eu une influence majeure dans cette ville et il a développé un style extrêmement singulier. Et je trouve que c'est ça en fait qu'il faut arriver à faire, c'est pousser en fait son trait tout au long de sa vie en prenant des risques, parce que je pense que Plečnik il a pris des risques en réinventant tout au long de sa carrière aussi sa manière d'imaginer un lieu ou un espace. Donc ça, c'est des gens en fait qui m'ont énormément influencé. Et pour finir, vraiment la Grâce suédoise, donc c'est un mouvement qui est né en Suède au début du XXe siècle, qui allie en fait tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est le néoclassicisme, la qualité des matériaux, la simplicité, et la simplicité à la fois des formes et des matériaux qui convoquent la beauté, quelque chose d'extrême, et c'est ce que j'aime énormément.
Est-ce que parfois vous créez des œuvres qui n'ont pas été commandées, qui ne sont pas attendues par un client? Est-ce que parfois vous créez pour vous? Ah bah aujourd'hui, oui. En fait, au début, j'ai commencé à faire du mobilier parce que j'arrivais pas à trouver dans des endroits par rapport à la taille de la pièce, par rapport au désir du client. Je me suis dit, bon, bah finalement, le canapé là, il faut qu'il soit plus grand que celui que je vais peut-être trouver dans le commerce et tout. Donc j'ai commencé à faire des pièces comme ça, vraiment très haute couture pour nos projets, des bureaux, je trouvais qu'il fallait que ça soit qu'il y ait une forme, associer des matériaux, associer des artisans, un ébéniste, un serrurier, un céramiste. Et donc j'ai commencé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, mon idée, c'est que justement pour qu'il y ait un rapport moins émotionnel avec à la fois mes projets d'architecture d'intérieur où il faut être sans arrêt présent parce que les clients, en fait, ils ont envie de vous voir. Donc il y a vraiment ce rapport très proche où finalement on se lie avec ces clients-là. Et il y a un rapport émotionnel. Si vous n'êtes pas là, ils sont pas contents. Oui, et intime. tout ça. C'est très intime. Et à la fois, comme aujourd'hui j'ai grandi et j'ai grossi en termes de nombre de projets, parfois je me retrouve à pas pouvoir aller à New York un jour, le lendemain être à Londres, à Paris. Donc je me suis dit que finalement aujourd'hui il fallait que je me détache un petit peu plus de l'architecture d'intérieur et créer du mobilier que je puisse vendre à quelqu'un que je ne connais pas en fait. Comme vous fabriquez des souliers, ben vous allez vendre un bureau à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc en effet, il m'arrive aujourd'hui de faire du mobilier. Ah, je ne sais pas à qui ça va aller. En fait, j'ai pas de. Et ça, j'aime bien parce que il y a moins de. Enfin, il y a une contrainte parce que moi, mon mobilier, il faut qu'il soit fonctionnel, mais il y a moins la contrainte de dire bon, ça va aller comme ça ou comme ci dans un intérieur comme ça. Et du coup, je me sens là plus libre et plus. Parce qu'en fait, la différence entre l'architecte d'intérieur et l'artiste, c'est que l'architecte d'intérieur, il travaille dans un lieu, et il est contraint. Un artiste, il travaille en général totalement libre parce qu'il n'y a pas de contraintes, il se dit je vais peindre tel ou tel tableau, sauf quand on commissionne un artiste, comme il m'arrive de faire aussi, parce que j'aime beaucoup aussi mélanger l'art contemporain dans mes projets d'architecture. À ce moment-là, donc moi c'est un peu ça, je me dis aujourd'hui je vais faire des meubles sans contraintes, voilà, je me sens plus libre et plus heureux à la fois aussi. Alors racontez-nous votre première rencontre avec les artisans. Quand est-ce que ça a commencé, cette route-là? Parce que en fait, c'est une voie que vous avez ouverte, d'être un architecte d'intérieur très important qui fait signer les artisans avec lesquels il travaille. Vous êtes, à notre connaissance, le premier à avoir fait ça. Vous ouvrez une voie qui a beaucoup de sens pour nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui a du sens pour vous dans cette histoire? Travailler avec des artisans, pour moi, c'est la base de mon métier. Je veux dire, je ne peux pas imaginer aujourd'hui ne pas travailler avec des artisans. En fait, je l'ai fait depuis le début. Ah oui. Depuis que j'ai commencé. L'année prochaine, ça fera 20 ans en fait, que j'ai monté ma boîte. Depuis le début, j'avais envie de donner vie à des projets en sentant la main vraiment de l'artisan. Parce que ce que j'aime dans l'artisanat et ce que j'aime dans le travail des artisans, c'est que finalement, ça laisse pas énormément d'imperfections. Quand on travaille avec une céramiste comme Armelle Benoît, que j'adore, avec qui je travaille depuis 20 ans aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une artiste. À la base, elle est peintre. Donc quand je lui dis, écoute, voilà, j'aimerais faire un mur de carreaux. Mais il y a un côté inattendu. On discute, on dit, voilà, on va faire comme ci, comme ça. Et finalement, c'est jamais comme on a imaginé. En fait, ça sort complètement différemment. Il y a des imperfections. On sent ses doigts, on sent sa patte. Enfin, je trouve que c'est ça qui est fantastique pour moi. C'est sentir derrière vraiment la main de la personne qui l'a modelé, en fait. Cette histoire de signature avec les artisans d'art que vous avez mis en place, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Des petites signatures sur les mobiliers? Bah oui. Je trouve que ça, d'abord les clients ils adorent. Ah, c'est vrai? Ouais, ils adorent avoir leur petite signature à l'arrière d'un fauteuil, à l'arrière d'un canapé. C'est un peu comme du collective design en fait. Du collective design, ça veut dire quoi? Ça veut dire du mobilier de collection. Ah oui, ça donne de la valeur à l'objet. Ça donne de la valeur à l'objet. Ils disent peut-être, quand Pierre Yvanis sera mort, peut-être que ça aura, pour la cote. Ça aura de la valeur, donc il faut que ça soit signé, tout ça, donc ils aiment bien. Et puis moi, je trouvais ça assez amusant d'avoir une petite signature. Oui, mais vous dites Pierre Jovanovic, réalisé par Atelier Jouffre.
Alors ça, quand c'est avec Atelier Jouffre, c'est ça. Ou alors avec d'autres Et quand c'est artisans. des pièces plus uniques ou en bois, je fais PY, je signe PY. Ah oui, mais ça, bien sûr, vous Ouais. êtes un artiste, vous signez vos œuvres, il ne manquerait plus que ça. Non, mais c'est pas des œuvres, il faut être réaliste. C'est des mobiliers, c'est usuel, donc je considère pas que mon mobilier sont des œuvres. Vous voyez, il faut avoir les pieds sur terre. Je peux pas avoir un melon à dire mes fauteuils sont des œuvres. Non, ce sont des pièces usuelles, mais que je travaille un peu comme un artiste, mais pas, je ne dis pas, c'est des œuvres d'art. Et vos céramiques, ce seront des œuvres ? Bah oui, parce que c'est des pièces uniques à chaque fois. Quand Armelle me fait une table, elle a une forme qui sera différente de l'autre table qu'on va faire ensemble, une couleur. Ça, c'est plus... Oui, je considère que c'est plus une œuvre parce qu'il y a sa main derrière. Est-ce que vous vous souvenez du premier atelier auquel vous êtes allé frapper ? Jeune architecte en disant « je veux faire ce projet ». Je crois que c'est un ébéniste, parce que j'avais cette passion du bois massif, et que moi, généralement, je travaille que du bois massif, d'ailleurs, parce que je trouve que encore une fois, c'est vivant, il claque, il y a une profondeur que j'aime énormément, donc j'avais envie de faire un canapé avec un dos en bois, et je me suis dit, je vais aller et taper la porte d'un ébéniste qui va pouvoir me réaliser ça. À ma connaissance, je ne connaissais pas, sur le marché en tout cas de l'édition, un canapé comme j'avais envie qu'il soit. Donc je me suis dit, je vais le faire. Donc je suis allé voir un ébéniste qui aujourd'hui travaille en interne à l'agence. En fait. Ah voilà. Ouais. C'est vraiment une histoire absolument dingue, c'est que il était ébéniste indépendant, il était même ébéniste itinérant, ça veut dire que il bougeait en France parce qu'il n'avait pas d'atelier pour trouver le meilleur endroit pour aller bosser, ou le meilleur endroit où il allait pouvoir trouver son meilleur bois. Et puis, je me suis aperçu qu'il avait de l'or dans les mains, un tel talent. Et puis un jour, je me suis dit, il faut l'embaucher. Je vais essayer. Et puis, contre toute attente, il m'a dit OK. Incroyable. Et il vous accompagne depuis 20 ans ? Et aujourd'hui, non, il m'accompagne. Alors, il a été ébéniste itinérant pendant un certain temps. Et là, il m'accompagne depuis un certain temps, vraiment en interne. Oui, c'est ça, c'est que vous avez des longues histoires d'amour avec vos artisans. C'est une famille. J'ai une longue histoire d'amour avec mon équipe. Ouais. Ça, c'est ma grande fierté, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai commencé il y a 20 ans et que j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui sont là depuis 16 ans, 17 ans. Alors, c'est vrai qu'ils vieillissent avec moi et que je adore m'entourer de jeunes. Et il faut aussi qu'il y ait des regards nouveaux dans une entreprise, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Donc, il y a tout le temps des nouvelles personnes qui viennent pour rafraîchir tout ça. Mais oui, c'est une vraie histoire d'amour. C'est une famille. Pour moi, en fait, comme je travaille tellement... C'est le moteur de ma vie, donc voilà, c'est cette équipe, c'est ma joie d'arriver ici. Et au début, comme j'étais très timide, je mettais une espèce de barrière entre les personnes qui travaillaient pour moi, et aujourd'hui, plus du tout en fait. Vous voyez, évidemment, il y a une hiérarchie, mais je me sens pas ni au-dessus, ni voilà, cette espèce d'échange permanent d'idées. Très humain en fait, et c'est pareil avec les artisans, je les respecte énormément parce que en fait moi je ne sais pas, donc je ne suis pas ébéniste, je ne suis pas céramiste, donc pour moi c'est fantastique de voir ça. Oui, je les aime profondément. Vous traînez dans les ateliers encore ? Vous avez le temps ? Non, alors là je vais prendre des cours de céramique. Ah, c'est intéressant, j'allais vous demander ça, si vous étiez pas tenté d'aller... Si, je vais prendre des cours de céramique parce qu'en fait je me suis aperçu que la céramique ou la pâte à modeler, enfin quelque chose que vous modelez avec la main, j'ai fait par exemple le fauteuil que vous voyez derrière vous, je l'ai fait avec de la pâte à modeler. Je l'ai pas dessiné. J'ai pris une pâte à modeler, j'ai vraiment modelé cette forme, et je me dis peut-être ça, si j'étais encore un peu plus précis, ça m'aiderait pour y aller plus loin. Pour aller plus loin. Oui. Alors justement, ce fauteuil, belle transition vers Charles Jouffre, un atelier d'art tapissier qu'on a interviewé dans le podcast et qui nous a parlé de vous avec beaucoup d'amour justement. Donc ce fauteuil, c'est lui qui l'a tapissé, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie de vos longues histoires d'amour. Jouffre, oui, parce qu'en fait, il comprend aussi mon degré d'exigence, ça fait un peu, j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est pour réussir, il faut être super exigeant, donc et que l'atelier Charles Jouffre, c'est l'opposé de la médiocrité. Ils sont aussi obsessionnels. Pour que ce soit beau, il faut que ce soit parfait, en fait. À la fois, il a compris qu'il y a la beauté de l'objet, et il y a aussi
le confort, parce que finalement, nous, on travaille pour des gens qui sont ultra exigeants et que j'ai pas envie de voir un fauteuil où les gens sont mal dedans. Donc, c'est compliqué d'arriver à faire une assise profonde, une assise basse. Moi, je préfère les assises basses que les assises hautes pour que ce soit visuellement extrêmement beau et extrêmement confortable. Donc ça, c'est toute la dialectique de votre métier, ça. Ouais, et c'est vrai que les ateliers Jouffre, ils ont compris, en fait, ça, avec moi. Sur votre vie d'entrepreneur, la première fois quand vous avez commencé tout jeune, alors on vous a vu taper à la porte de cet ébéniste itinérant qui était comme une trouvaille sur votre route, mais les premiers clients, comment vous les avez trouvés, vous ? Vous aviez un réseau ? Comment vous avez réussi à avoir vos premiers chantiers ? Non, alors mes premiers clients, j'avais pas de réseau. Franchement, pas de réseau. J'étais vraiment le petit niçois qui déboulait à Paris. Alors en fait, j'ai sauté un passage de ma vie, c'est qu'en fait, après mes études de commerce, j'ai commencé dans la mode. Et la mode plutôt... C'est très bizarre en fait mon parcours parce que j'ai commencé dans la mode avec Pierre Cardin. Plutôt le côté business, il m'a dit occupez-vous des licences hommes et puis j'étais parti en Belgique pour travailler avec les licenciés belges. Puis finalement moi le côté business ne m'intéressait pas et j'avais dit à Pierre Cardin je pense qu'il faut un peu revoir vos cravates, vos ceintures, vos chemises, vos trucs. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à en fait plus au style qu'au business et puis ça m'a fasciné. Et en même temps que ça, je commençais à faire des petits projets. Moi, j'avais été acheter un petit appartement à Paris tout petit, j'avais décoré mon studio. Et puis tous mes copains me disaient « Ah, mais c'est quand même un œil qui est quand même différent et tout. » Et puis finalement, beaucoup de gens me disaient « Mais je pense que tu devrais plutôt faire de la déco que de la mode. » Et puis petit à petit, je me disais « C'est vrai, quand je dessine des maisons, je dessine pas ni des vestes, ni des chemises, des cravates. » Un jour, j'ai dit à Pierre Cardin, avec peine, parce que j'ai énormément aimé travailler avec lui et j'ai énormément appris avec lui aussi, parce que Pierre Cardin, c'est un architecte, c'est vraiment l'architecte du vêtement, il a le sens des proportions et du volume comme personne, je crois, n'a aujourd'hui dans la mode. Il est plus intéressé par la forme que par le tissu Et moi aussi, en fait, je m'aperçois que j'étais plus intéressé par le volume d'un lieu, l'architecture du lieu, que la déco. Et puis finalement, quand on commence par sculpter le volume d'un intérieur, comme on a envie d'aller jusqu'au bout, évidemment, on va à la déco jusqu'à dessiner les canapés, accrocher les rideaux. Et c'est là où on est architecte d'intérieur et décorateur aussi. J'aime moins le mot décorateur parce qu'il est réducteur, mais à la fois, il est ce que nous sommes. Mais c'est quoi la différence, en fait, entre architecte d'intérieur et décorateur ? Pour moi, architecte d'intérieur, il sculpte, il revoit vraiment le volume. C'est ce que je fais. Depuis le début, en fait, je rentre dans un projet et les clients me disent qu'est-ce que vous allez faire ? Alors évidemment, je casse pas tout pour le plaisir de casser, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas comme ils vivaient à l'époque. Les cuisines, aujourd'hui, ont une importante, très importante. Elle est plus au fond d'un appartement, mais elle est plus devant. On vit différemment, on a moins de staff, on a moins de... Donc en fait, il faut revoir la manière dont les gens vivent. Donc j'aime vraiment sculpter le volume. C'est la première chose que je fais quand j'arrive sur un projet. Je me dis, je vais faire ça. Je vais refaire le plan, j'amène de la lumière. Et après, la déco vient ensuite. Donc la différence entre l'architecte d'intérieur et la déco, c'est ça en fait. C'est l'architecte, il travaille comme un architecte, mais à l'intérieur d'un volume. Et le décorateur, il vient plus embellir le projet. Votre premier projet un peu ambitieux, c'était quoi ? C'était mes propres... C'était chez vous ? Mes propres appartements. Et ça a fait un bouche à oreille à partir de chez vous ? Ouais, mais parce qu'en plus, c'était pas du tout ambitieux. C'était très simple. C'était des petits apparts, tout petits. Mais il y avait un truc, je crois, il y avait un esprit. Les gens, ils se sont aperçus que je crois que j'avais un œil. Mon œil, en fait, il est même compliqué à vivre parce que mon œil, il est tellement exigeant que pour moi, c'est compliqué. Je suis jamais content. Je suis toujours insatisfait et tout. Dans votre vie ? Oui, donc c'est pour ça, mais ça me pousse à la fois. Ça me pousse à aller plus loin, ça me pousse une espèce de permanente insatisfaction qui ne rend pas forcément d'ailleurs très heureux, mais qui me pousse à aller toujours voir autre chose, réinventer, prendre des risques. Si je regarde en arrière, en fait, ce que j'ai fait, j'aimerais pas refaire ce que j'ai fait il y a 20 ans. J'ai envie d'évoluer. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait plaisir. C'est une passion. Donc, si c'est pour refaire tout le temps la même chose, ça m'intéresse pas. Il y a un chantier qui vous a permis le plus d'exprimer votre regard, votre vision de la beauté. Il y en a un en particulier que vous auriez envie de décrire ? Il y avait donc mes propres chantiers aussi, et puis... Mais travailler pour soi, c'est compliqué parce que c'est plus facile, parce que vous êtes plus libre, mais à la fois, vous n'avez pas le retour de l'autre, en fait. Et puis, le retour de l'autre vous permet justement d'évoluer. L'échange. Voilà, c'est ça, l'échange. Vous êtes un peu moins libre, vous prenez un peu moins de risques, vous osez un peu moins et tout. Mais enfin...
J'avais fait un appartement vers 2003 qui a exprimé un vrai goût. Et en 2005, j'avais organisé une exposition justement sur la grâce suédoise, ce mouvement que j'aime tant. J'avais scénographié en fait une vingtaine de pièces de mobilier de ce mouvement-là. Personne connaissait à Paris, ou très peu de gens connaissaient à Paris. Et là, ça a été un vrai succès. Et c'est à partir de, je crois, 2005 où j'ai commencé à être plus connu. J'ai eu beaucoup de presse, de la presse même qui n'était pas de la presse d'écho. J'ai eu des papiers dans Le Monde, dans Le Figaro, et où ils ont compris que j'avais un regard un peu différent, en fait, sur l'architecture et un point de vue. Il y a plein de gens que j'aime énormément dans les designers des pièces vintage, mais que je ne mettrai pas dans mes projets parce que je trouve qu'il faut toujours avoir un point de vue un peu plus... Il faut aller toujours chercher plus loin et avoir un point de vue singulier, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc des gens comme Prouvé, Charlotte Perriand, que j'adore, que je respecte énormément, mais je ne les mettrai pas dans mes projets, ou très rarement. Parce que je trouve que c'est... trop. Oui, c'est un peu attendu, et que je pense que si on vient me chercher, c'est pour aussi exprimer un regard ou finalement qui est inattendu. Et alors justement, on vient vous chercher du monde entier, puisque je le sais, parce que ça fait oui. 1 an qu'on Oui. vous court après, pour essayer de vous avoir pendant 1 heure dans votre bureau à Paris. Vous êtes tout le temps en voyage. Et justement... Ça, c'est très mal. Pourquoi mon c'est empreinte carbone, oui. c'est très très mal. Oui, mais je pense que vous laissez une autre type d'empreinte, qui est une empreinte de goût, que vous faites rayonner un peu dans le monde entier, et on peut parler d'un goût français. Vous en parlez, vous, du goût français, je crois. Ouais, le goût français, c'est... le goût français, il est cultivé. C'est vraiment ce qui nous différencie. Enfin, il n'y a pas que les Français qui sont cultivés, mais les Italiens, les Français, ils sont cultivés. Donc c'est pour ça que ça rend... De toute manière, des collaborateurs qui ne sont pas cultivés, qui ne connaissent pas ni l'art, ni l'architecture d'intérieur, ni les architectes, c'est pas des gens qui sont créatifs. Donc, et les Français on a une chance parce qu'on a un patrimoine à la fois d'art décoratif, d'architecture, de mode, d'art qui est extraordinaire, d'artisans, donc qui nous permettent en fait de nous exprimer d'une manière. Donc c'est ce goût-là, cette espèce de juste équilibre, d'éclectisme aussi, de ce mélange en fait qui est fantastique. Donc c'est ce que je revendique parce que je crois que nous, en France, on a la chance justement d'avoir des artisans qui sont extraordinaires, qu'on ne peut pas trouver ailleurs, je crois pas. Mais justement, vous arrivez à expliquer ce goût-là, à éduquer à ce goût-là vos clients, je sais pas, par exemple, en Chine. Vous avez Alors, je travaille pas en Chine, mais je travaille plutôt à l'ouest, aux États-Unis, beaucoup, D'accord. parce que j'ai un bureau à New York. Donc j'ai beaucoup de clients américains, on fait des maisons à côte ouest et côte est. Appartements, maisons. Ces clients-là, ils viennent vous chercher là parce que justement, on véhicule quelque chose d'autre, un autre regard, un autre œil, une autre culture. On est très différents. Vous faites venir les artisans français sur les chantiers? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Mérigue, notamment. Je tiens, parce que les gens, parfois, les Américains, ils pensent que la peinture, c'est de la peinture. Mais non, la peinture, c'est un geste, c'est la préparation des murs, c'est comment on va interpréter une couleur, une profondeur d'un support. Et à la fin, je pense qu'ils comprennent pourquoi j'ai insisté à faire venir ces artisans qu'on n'a pas, qu'on ne trouve pas là-bas. Oui. Ouais. C'est sacrément précieux. Est-ce que vous arrivez à transmettre, à former ? Ici, oui, dans mon bureau, que je trouve fascinant d'ailleurs, mais je n'ai jamais eu cette conversation avec eux. Je me dis, est-ce qu'ils aiment vraiment ce que je fais ? En fait, ils se mettent... moi, je ne peux pas tout faire. Dans votre peau, donc, c'est des rencontres, c'est des rendez-vous, et on parle, et puis ils travaillent derrière, on se retrouve, on échange à nouveau, mais ils se mettent dans ma peau, en fait. Ils disent, Pierre, ça, il va aimer, il va pas aimer. C'est et très vous marrant. n'avez jamais osé leur demander s'ils aimaient ça ? S'ils aimaient votre peau. Parfois, je fais l'autre truc, j'ose pas demander. C'est vrai que c'est... Ouais. Je comprends que vous puissiez avoir peur de la réponse. C'est mon côté ultra sensible de dire non, j'aime pas du tout ce que tu fais, mais bon, je fais ça parce que... mais je crois pas. Je crois pas parce que je sens une vraie sincérité dans le... Et puis, s'ils aimaient vraiment pas, je crois qu'ils partiraient. Parce qu'il y a plein de gens, on peut travailler, il y a plein d'architectes, il y a plein de talents, en fait. Ouais. C'est ça qui est fantastique en France. Il n'y a pas un talent, il y a plein d'yeux différents qui vous emmènent dans d'autres
Donc finalement, ils sont libres. Et aujourd'hui, justement, la génération d'aujourd'hui, je trouve que c'est très amusant, mais je les trouve beaucoup plus libres que moi je l'étais quand j'étais jeune. Pourtant, vous n'avez pas eu beaucoup de patrons, vous en avez eu un. Non, j'ai eu un patron. Avant de faire le choix de partir, et j'étais terrorisé de me dire, en fait, je veux surtout pas partir parce que peut-être j'ai pas retrouvé de boulot et tout. Mais aujourd'hui, on est plus libre. Et même dans les relations avec les gens, je trouve, c'est différent. Les réseaux sociaux, tout ça, ça a changé totalement la manière de vivre, de voir les rapports humains, les rencontres. Justement, vous vous êtes impliqué vous-même dans votre compte Instagram. Vous avez une communauté énorme. Et c'est vous qui... Alors en fait, j'ai quelqu'un qui est derrière. Parce que quand je poste une photo, parfois j'ai 150 messages privés, des trucs de dingue. Donc je me dis, la générosité, si vous êtes là-dedans, c'est que au minimum, il faut répondre à certains quand même, sur ce qu'on fait. Alors ici, on répond. Parfois même, quand ça m'intéresse, je réponds moi-même, parce que je regarde. En revanche, rien n'est posté sans mon accord. Non, bien sûr. On dit, ça, on m'a posté ça. Par exemple, ce week-end, j'étais chez moi dans le Midi. C'est moi qui ai posté mes photos. En fait. Oui, d'accord. Donc, vous avez pris goût à cet outil-là d'Instagram. J'ai pris goût et c'est très marrant, c'est ambivalent. C'est goût et dégoût, en fait. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les rapports humains sont faussés par ces réseaux sociaux. Ça crée un espèce de désir, d'envie. Finalement, on crée des espaces en fonction aussi par rapport à l'image qu'on va pouvoir poster sur des réseaux sociaux. Parce que finalement, on se dit si elle n'est pas assez graphique, ça va pas marcher. On est toujours à l'affût de dire les likes, ça va pas marcher si on fait un truc trop incompréhensible. Donc, il faut, pour moi, les gens, en fait, ils s'attendent que ce soit bien graphique et clair. Et je le vois bien, parce que parfois, quand je poste une photo un peu plus abstraite, ça marche pas. Et puis d'autres fois, il m'arrive d'avoir 10 000 likes pour un truc... où je me dis même c'est trop classique, mais je le fais parce que ça entretient. Donc ça me dérange un peu. Et puis les rapports humains aussi, ces jeunes aussi qui aujourd'hui ne se rendent compte que beaucoup à travers des réseaux sociaux et que finalement je trouve que c'est la rencontre. Alors c'est un peu old school de dire ça, mais je préfère vous rencontrer, parler avec vous que finalement parler avec quelqu'un qui est abstrait, que je ne connais pas, qui est soi-disant mon ami alors que je l'ai jamais vu. Et je trouve que les réseaux sociaux empêchent la réalité, en fait, de rencontrer vraiment des gens, de la progression, en fait, d'une amitié. Mais à la fois, ça m'a fait rencontrer des artisans. Parce que parfois, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Écoutez, j'adore ce que vous faites, je pense que je vais vous présenter ça et ça et ça. » Alors c'est vrai qu'on est tellement sollicité que parfois, il y a des gens très talentueux, on zappe. Mais il y a des jeunes, j'ai un jeune paysagiste qui m'avait appelé, qui m'a dit « J'adore votre travail, je pense que... j'aimerais vous présenter ce que je fais. » Et puis je lui ai dit pourquoi pas, venez. Il est un Lyonnais. Il est venu et puis finalement on a fait 3-4 projets ensemble. Grâce à Instagram. Totalement. Mais j'ai connu des gens par Instagram, je peux pas le nier. Ouais. J'ai connu des amis par Instagram, des architectes, j'ai embauché même des gens à travers Instagram. Les salariés ici, on a 2 ou 3 qui sont des gens que j'ai connus sur Instagram parce que je me disais leur Instagram véhicule un œil qui me plaît. Eux m'avaient parlé et puis du coup on parlait et puis ils sont venus et voilà. Oui, ça marche comme ça. Alors, j'ai une question que je pose aux artisans. Est-ce que vous avez mal quelque part ? Mal physiquement. Comment votre corps vit cette vie que vous avez ? Alors, moi, c'est pas le corps, je vous le disais tout à l'heure, c'est la tête. C'est la tête, c'est l'intranquillité permanente. Mais cette intranquillité, en fait, c'est à la fois... c'est entre les deux. Est-ce que je l'aime ou je l'aime pas ? Mais elle me permet aussi d'avancer. Elle vous nourrit, en fait. Elle me nourrit et c'est un peu une névrose, travailler autant en oubliant beaucoup de choses d'ailleurs, parce que finalement j'en oublie de temps en temps ma vie privée, parce que parfois j'ai des semaines qui commencent au lundi et qui 10 jours après je me retrouve encore à voyager, les jours fériés, les week-ends, répondre à des téléphones, des mails, mais c'est un choix et c'est... Vous n'êtes pas fatigué ? Non. Je suis pas fatigué parce que je crois que j'ai une énergie aussi qui peut fatiguer d'ailleurs les gens qui m'entourent. Ouais. Alors je connais une fée spécialisée dans les métiers d'art, mais elle peut utiliser sa baguette magique pour n'importe quel sujet. Qu'est-ce que vous voudriez que cette fée fasse pour vous ? Un peu de tranquillité. La fée, c'est les valoriser, je trouve. Valoriser les artisans ? Valoriser, oui. Alors, nous, on a la chance de travailler pour des clients extrêmement sophistiqués et c'est grâce à eux, justement, qu'on entretient cette chaîne d'artisanat parce que finalement, les artisans, c'est coûteux. Ils sont dans leur atelier, on s'aperçoit que c'est des métiers qui...
les clients ne comprennent pas pourquoi un meuble est si cher, Pourquoi c'est cher. Il faudrait peut-être faire comprendre à ces clients-là qui sont sans arrêt dans un business, vous voyez, donc la valeur de l'argent, ils sont pas riches pour rien, et donc c'est normal, ils comprennent pas que l'artisan, lui, il a une petite structure, il faut qu'il fasse des prototypes, c'est long, donc peut-être qu'il faudrait donc valoriser ces métiers-là, et puis aussi le temps. Le temps, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont tellement pressés, ils veulent tout de suite, donc, et je trouve que ça marche pas avec l'artisanat. L'artisanat, c'est du temps, il faut du temps, il faut réfléchir, il faut sourcer les matériaux, tout ça c'est du temps, et malheureusement le temps, je crois que c'est compliqué, quoi. Ça, je sais pas si c'est dans le ressort de ma fée. Est-ce qu'il y a un projet que vous n'avez pas encore fait et qui vous fait rêver ? Alors en fait, aujourd'hui, quand je travaille, je raconte une histoire aux clients. Il y a des espèces de narration. J'essaie de lui raconter une histoire. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, de lui dire on va raconter ça ensemble, de ta maison, de comment tu vas y vivre dedans. Et plus je fais ça, plus je me dis, j'ai fait 2 expos, une à Toulon, quand j'étais président de la Villa Noailles, et une à New York, toujours avec un texte que j'ai écrit, ou là, qui existe dans l'exposition. Chaque pièce, il y avait un texte, et c'est toujours là, à Toulon et New York, c'était l'histoire d'une femme qui habitait dans un appartement où il lui arrivait émotionnellement. Alors, à la première expo, c'était un petit peu dramatique, l'autre expo, qui s'appelait Love, c'était un peu plus léger. Donc il y a cette narration derrière. Donc aujourd'hui, je m'aperçois que ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de la scénographie. La scénographie, soit théâtre vivant, mais surtout de l'opéra, parce que moi j'aime beaucoup la musique, elle m'a nourri aussi énormément, notamment le répertoire du XXe siècle. Et je me dis que là, je trouve qu'il y a le côté se mettre au service d'une œuvre, raconter en fait le texte de l'œuvre, et à la fois en réinventant, et c'est une œuvre totale, c'est à la fois suivre un texte, suivre la musique, décorer un volume et un espace, même jusqu'à imaginer les costumes. Vous voyez, ça, c'est un projet que je n'ai jamais fait et que je souhaiterais, et que je pense que je ferai, parce que je le dis tellement et je le montre tellement dans mon travail, vous voyez, que j'essaie d'amener ça, en fait, naturellement. Mais ça, c'est une bonne mission pour la fée. Oui, absolument. Merci Pierre Jovanovic. Merci beaucoup. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @Métiers Rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers Rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Vos podcasts, comment vous faites pour en faire une machine économique? Absolument, le contraire d'une machine économique, c'est un trou économique. C'est un investissement, une énorme passion pour nous. On en fait une machine, pour l'histoire en fait. Mais on fait ça très sérieusement parce que c'est notre combat. C'est notre combat. Ouais. Et vous avez beaucoup de gens qui les écoutent? 60 000 personnes, 60 000 auditeurs. Ils sont relayés par le ministère de la Culture, par Connaissance des Arts. On a des communautés pas aussi belles que la vôtre, mais pas mal quand même sur Instagram. En fait, dans les métiers d'art, on a une voix. Et les podcasts portent cette voix-là. Il y en a de plus en plus, alors après on se demande comment on peut les écouter aussi, parce qu'il faut être concentré quand on les écoute. C'est vrai. Ce matin, je suis allé courir, vous voyez, j'ai écouté le podcast de Laurent en fait. Courant. Bon, mais ça allait en fait, j'arrivais à me concentrer, mais il faut être quand même concentré. Oui, c'est vrai. En fait, moi j'adore en rangeant. Je sais pas si vous rangez. Ranger, oui, je suis complètement névrosé, donc je range. C'est parfait. On intervient, on fait des conférences à l'école Boulle pour qu'on puisse témoigner de parcours inspirants dans les métiers d'art, pour assurer aussi leurs parents, enfin voilà, tout ça. Okay.